connard, hein. Bonjour. Salut les jeunes et bienvenue dans le 6ème épisode de Cinopinion. Bonjour les amis, bienvenue à cette 8e journée internationale des déficients mentaux. Je suis avec Timmy. Lors du dernier épisode, j'évoquais le film Astérix réalisé par Guillaume. Je ne présente plus. Au fait, rassurez-moi, vous connaissez Astérix, n'est-ce pas? Le petit, le gros, le malin, le fort. En fait, c'est un petit peu comme dans Game of Thrones, mais à l'envers. Merci de m'avoir sauvé la vie, mais vous n'avez pas respecté les conventions de Genève. Qu'est-ce que tu racontes, Bouboule? Cela m'a incidemment conduit à m'intéresser à cette saga déjà forte de 5 films, sans compter les films d'animation qui sont fort nombreux. 5 films donc, disons assez inégaux, pour être poli. Nous avons donc... D'abord, on a eu Astérix et Obélix contre César de Claude Zidi, que je ne vais pas commenter plus que ça ici, par respect pour Claude Zidi pour lequel j'ai beaucoup d'affection. C'est quand même dommage, c'est vrai, de se sentir obligé d'esquiver les sujets comme cela, mais parfois la décence impose le silence. C'est un peu comme les arbitres du rugby. Je suis si attaché au respect du corps arbitral que je m'interdis purement et simplement d'évoquer certains matchs, comme au hasard le quart de finale France-Afrique du Sud de 2023. Vraiment ça me démange, mais promis, je resterai sage. À la décharge de Claude, traduire la bande dessinée en film était une tâche titanesque, presque impossible, et les suites sauront ça et là profiter de ce banc d'essai. Il y a eu un peu le même phénomène avec la série Smallville, souvent calamiteuse, qui a eu le mérite de permettre au Arrowverse d'être un peu moins ridicule, certaines des idées les plus merdissimales ayant déjà été tentées. Des choix ont été faits sur cet Astérix, certains heureux, d'autres un peu moins. Le défi était de taille, et peut-être Claude et ses équipes auraient-ils pu s'inspirer d'un autre film qui avait déjà un peu défriché ce terrain-là. Mais ça, on en reparle plus tard. Ensuite, le fameux Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre de Alain Chabat, la star de cette saga, et dont on va parler. Juste un peu. Peut-être. Bon, c'est un film ultra culte. Après, on a eu le droit à Astérix aux Jeux Olympiques, de sinistre mémoire. Alors d'autres en ont très bien parlé, je reviens pas plus que ça dessus. Hommage soit néanmoins rendu à Alain Delon. Il y a eu aussi Astérix au service de Sa Majesté, parfaitement oubliable et donc sitôt oublié. Bon, je ne vais pas non plus tirer un boulet rouge dessus, le réalisateur de ce film vient juste de nous quitter. N'oublions pas que ces films sont quand même, et surtout même, des projets de producteurs. Et donc le fameux Astérix l'Empire du Milieu. J'avoue, j'ai pas fait l'effort de le regarder. Il faut dire que, réalisé par Guillaume, c'est désormais pour moi un peu comme réalisé par Ridley, éliminatoire. Et on annonce déjà un prochain opus, qui sera le premier produit par Canal en lieu et place de Pathé. Qui sera donc aux commandes? Les paris sont ouverts. Peut-être Franck Gastambide? Personnellement, je pose un billet sur Philippe Lachaud. Son Marsipulami, actuellement en tournage, est lui aussi tiré d'une BD de l'école franco-belge, pouvant être vu comme une sorte de galop d'essai. Un précédent film Marsipulami avait été réalisé par Alain Chabat, la filiation semble assez évidente. Mais c'est vrai qu'imaginer pourquoi pas un Albert Dupontel aux manettes, ça me fait déjà plus rêver. Astérix, une sacrée saga, digne des antiques angéliques, 5 films et un remake, Gendarme, 6 films, pas de remake. Pour l'instant. Et autres Taxi. 5 films également, plutôt malheureux. Sans compter, comme on l'a dit, sur les films d'animation et autres émissions télé. Il y a eu jadis, dans les années 60, il me semble, un projet de film Astérix conduit par Claude Lelouch, mais ça n'a rien donné. Mon opinion à deux ronds là-dessus, c'est qu'on a quand même raté le coche autrefois. Le casting parfait existant pour incarner Astérix et Obélix. Bien sûr, je veux parler de Bud Spencer et Terence Hill. C'était si évident, on l'avait sous les yeux. Indiquez-moi en commentaire comment vous compléteriez ce casting. C'est vrai que Gabin en Abra Raccourcix, Brigitte Bardot en Falbala, Alain Delon en Tragicomics, Lino Ventura en Caius Bonus, Sophia Loren en Madame H. Canonix, ça faisait quand même envie. Il ne manque plus à l'appel que Eli Wallach et Lee Van Cleef dans les rôles de Set Automatics et Ordre Alphabetics. Avant la case ciné, il y a donc eu la TV. La première fois, c'était avec Deux Romains en Gaule en 1967. Une émission de Pierre Tchernia, souvent attachée aux adaptations du guerrier moustachu. Par exemple comme voix off dans le deuxième film. Un ancien poème égyptien dit Nil, Nil, Nil. Mais il apparaît aussi dans le 4. C'était une adaptation très libre de la bande dessinée, où apparaît d'une part la première version animée d'Astérix, dont la voix est assurée par Roger Carrel, qui ne se doutait sans doute pas qu'il signait un aussi long bail. Jusqu'au domaine des dieux de Alexandre Astier en 2014. Et d'autre part, on y retrouve toutes sortes d'acteurs en vogue à l'époque, dont un certain Jean-Yann. Ce bon Jean prolongera en quelque sorte le geste avec le sketch de l'accident de char, entre autres, pour commencer. Donc quoi, petit gars en rouge-pète? Ouais, parfaitement en rouge-pète. C'est pas parce qu'on est des galériens qu'il faut nous traiter comme des forçats, non? Mais de quoi tu te mêles, toi? Qui tu es? Pénure! Stop!
Je suis le délégué du personnel. Car il ne s'est pas arrêté là, il est même allé jusqu'à en faire tout un film. Un film souvent oublié malgré sa popularité. 4 millions d'entrées tout de même. Un film qui selon moi fait en substance office d'Astérix au zéro. Ce film c'est bien sûr 2h moins le quart avant Jésus-Christ, 2 et avec Jean-Yann mais aussi Coluche et Michel Serrault entre autres. Voici donc votre synopinion numéro 6, 2h moins le quart. Le prototype, le précurseur, l'inspirateur de la saga Astérix, au moins dans sa version cinéma. Surtout dans son deuxième opus. Donc en fait non, on va pas du tout parler de Mission Cléopâtre. Pardonnez-moi de vous avoir joué cette farce d'étudiant. Ignoble ruse, vieille branche. Il n'y avait pas d'autre moyen. Alors pour cette émission, je me suis inspiré des gars de Rokirama qui nous ont fait les pieds dans la mayonnaise. Promis, j'avais eu l'idée avant de lire ce livre. Un film hélas plutôt oublié donc, condamné à être rediffusé de manière plutôt anonyme sur Gulli. Il y a zéro vanne. Ils ont dû s'offrir un lot de films de Coluche, qui sont bons ou pas, les 80s. C'est un projet né de façon assez improbable suite à une conversation. Et un jour, je reviens de Tunisie, je me rappelle de ma vie. Mais c'était bien à Tunisie, je lui dis oui. J'ai dit, ils font des films là-bas, pourquoi on fait pas un film? Il m'a dit, qu'est-ce qu'on fait comme film? Je lui ai dit, écoute, j'ai regardé ce qu'ils font, ils viennent de tourner Jésus-Christ. Jusqu'à Jésus-Christ, ils ont. Après Jésus-Christ, ils ont plus. Il me dit, bon, combien il fait de durer le film? Je lui ai dit, 1h45. Il m'a dit, on va faire 2h moins quart avant Jésus-Christ. Même pas rien. Voilà comment c'est né. 2h moins le quart avant Jésus-Christ est sorti en 1982. Un grand cru bien connu. L'idée bien sûr, faire une parodie de Péplum. Pour ce qui est du genre de la parodie, je vous renvoie par les gars de Calmos. Et pour ce qui est du Péplum, on en parlera j'espère lors d'un épisode spécial. Et prévu depuis un moment celui-là, patience, patience, patience. Ce film est produit par la légende Claude Berry, tout comme la saga Astérix. Tiens, encore un lien. Plus du moins les premiers, on le voit ici dans le deuxième opus. Son fils Thomas Langman co-réalisera le troisième avec le résultat lamentable que l'on connaît. Le projet artistique n'était pas abouti. Thomas s'en sortira mieux comme producteur, de The Artist par exemple, avant de voir ses affaires péricliter pour parler poliment. Ah, et Tom a aussi fait l'acteur, enfin essayé, dans le rôle de Bonaparte, ici avec Fyodor Atkin. On retrouve donc au casting de ce film, Michel Coluche bien sûr, la légende emportée trop tôt. Je reviens pas là-dessus, allez voir les gars de Calmos, encore. Dans le rôle de Bénur Marcel, garagiste de son état et président du syndicat des commerçants, mais en réalité ami de Méphès, frère caché de Cléopâtre. Ah oui, au fait, spoiler. Jean-Yann, on va y revenir dans le rôle d'un taxi. Michel Auclair avec des médailles en consul romain. Michel Serrault en Jules César à fond la caisse, tous les potards à fond. J'ai l'impression quand même qu'on commence à l'oublier tout doucement. Mais peut-être pas autant que Jean-Claude Brialy. Mimi Coutelier est là et également au costume. Elle dira avoir refusé les aventuriers de l'Arche perdue pour faire ce film. Et puis, il m'a dit, si tu rentres, j'aimerais bien que tu t'occupes des costumes. Entre-temps, je vais faire des essais aux États-Unis pour Raiders of the Lost Ark, et les aventuriers de l'Arche perdue. Je signe mon contrat pour ce film. Et quand j'ai les résultats de Raiders, j'ai été choisie. Je suis en contrat avec le film de Jean. Et je ne lui ai jamais dit que j'avais refusé le contrat. Parce que je voulais pas le laisser tomber. Bon, mais admettons. Paul Prébois, le dresseur de lion. Darry Cole, le Gaulois solide, ont plus de 100 films. Faut dire que le garçon était accro au jeu d'argent et il fallait bien renflouer les caisses d'une manière ou d'une autre. Du coup, il acceptait tout. C'est pas bon. C'est pas bon. Daniel Émile Fork, vu également dans La Cité des Enfants Perdus. André Pousse, le giga de Tchad. Et tout seul, connard. Ouais, mais quand c'est triste que vous avez peur de vous faire reculer parce que vous êtes à tourner dans le sport. Mais vous plaisantez ou quoi? Non, mais quand c'est triste, Mais aussi Michel Constantin et encore d'autres. Et en spécial guest, les vedettes de la télé, comme Yves Mourouzi et Léon Zitrone, le russe blanc. Ici en train d'interviewer Nikita Khrouchtchev. Eh bien, c'est à bord de la Caravelle qu'on a servi un excellent repas. Comment vous sentez-vous, Monsieur le Président? Excellemment. Très bien. Nikita Sergeyevich, что вы думаете о этом самолете? Qu'est-ce que vous pensez de cet avion français qu'est la Caravelle? Le cinéma français met parfois à l'honneur les présentateurs télé. À signaler, Jean-Pierre Pernaut dans Les Tuches 3, Alain Jérôme dans Papy fait la résistance, la voix de PPDA qu'on peut reconnaître au début des versions françaises de Rambo 4 ou des Indestructibles. On peut ajouter Frédéric Mitterrand dans Le fabuleux destin d'Amélie Poulain. Ce film est donc réalisé par Jean-Yann Le Breton. Trublion des petits et grands écrans à l'humour corrosif, ce qui a pu étonner pour ceux de ma génération, habitués qu'on a été à le voir jouer des patriarches aigris et autres collabos, pour de rire, ou pas. On l'a vu aussi avec Guillaume. Il a tourné entre autres avec Chabrol et Godard. Il a reçu le prix d'interprétation à Cannes pour Nous ne vieillirons pas ensemble, réalisé par Maurice Pialat avec Marlène Jobert, la mère de Qui vous savez, prix qu'il n'est pas allé chercher.
Il faut dire que quand même, ça s'est plutôt mal passé avec Maurice. Après, il voulait étrangler Piala. Acteur, ça on l'a vu, mais il a également réalisé 7 films, rien que ça. Alors franchement, je ne les ai pas tous vus. Loin de là. Mais là chez moi, putain, il y a que 24 heures dans une journée, je vous rappelle. Ça va. C'est vrai que j'aurais pu faire des efforts, mais je fais des vidéos sur YouTube. Je ne sais pas ce que c'est qu'un effort. Il est idiot ou quoi? Nous avons donc, en 1972, Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. En 1973, Moi il y en a vouloir des sous. En 74, Les Chinois à Paris, où l'on se fout bien de la gueule des maoïstes qui avaient le vent en poupe à l'époque. Et l'horizon rouge fait rêver, bien au-delà des milieux militants. Dans la mode, avec les vestes Mao. Au cinéma, avec la chinoise de Godard. Et dans l'art, après Marilyn Monroe, Andy Warhol transforme le leader communiste en icône pop. Bon, ce n'est pas spécialement incroyable, à noter tout de même Carmeng, version théâtre révolutionnaire de Carmen de Bizet. Une scène que l'on peut pourquoi pas mettre en parallèle avec Le Roi et moi, et sa version thaïlandaise de La case de l'oncle Tom. Avec Yul Brynner, la classe absolue. Ce qui est important dans la vie de n'importe quel être humain, c'est ce qu'il a pensé, ce qu'il a fait, ce qu'il a accompli, en lui-même en tant qu'être humain, ou dans son travail, par lequel il s'exprime. En 75 vient Show Business. En 79, Je te tiens, tu me tiens par la barbichette. En 1982, notre film du jour. Et en 84, Liberté, égalité, choucroute. À la suite de quoi, notre bon Jean se contentera de faire l'acteur. Parmi ses sujets de prédilection, l'argent, d'abord et surtout, CF son deuxième film, et s'est démêlé avec le fisc et les raisons assez strictement financières le poussant à faire des films. Il n'a d'ailleurs jamais caché son goût pour l'argent. Mais on trouve aussi la lutte entre prolo et patron, la connerie humaine, différents combats sociétaux tels le féminisme et l'égalité des sexes par exemple. Dans sa tragique lucidité, décrira enfin le mal dans son horreur, car c'est une horreur. Comédien, producteur, écrivain, auteur de BD et homme de radio, où il est l'auteur de phrases maintenant passées la postérité telles que « Il est interdit d'interdire », bravo Jeannot. Mais il est aussi homme de télévision. Est-ce que je vous oblige à aller sur une route départementale? Où il fera moult farces avec son comparse Jacques Martin, et où cet anticonformiste forcené connaîtra aussi la censure. Car oui, fut un temps pas si lointain où une certaine censure pouvait sévir en France. En 1966, c'est Pierre Perret qui voit sa chanson « Les jolies colonies de vacances » privée de diffusion sur la 2e chaîne par exemple, mais pas à la radio. Le film de Kubrick, Les Sentiers de la Gloire, en 57, n'a pas été distribué en France, à l'époque en pleine guerre d'Algérie. Le film sortira finalement chez nous en 75. Pareil pour La Bataille d'Alger, interdit à l'origine pour sa sortie française en 1970. Pour revenir à la télévision, la censure frappera également Guy Bedos, à l'époque c'était sous Giscard. Notre Jean était également connu pour être un pygmalion. Et si vous savez pas ce que ça veut dire, tant pis pour vos tronches. Et sinon, quant à ses origines... J'ai eu, comme tout le monde, un grand-père assassiné par un fou pendant la guerre de 14. Un autre qui a été interné parce qu'il avait la phobie du cheval et qu'il était à l'école de Saumur, ce qui était donc parfaitement incompatible. Une grand-mère qui a été reniée par sa famille parce qu'à l'époque, on n'aimait pas les bolcheviks et qu'elle travaillait aux entremets franco-russes. Et un certain nombre de choses comme ça, mais je veux dire, j'ai eu l'enfance du français moyen classique. Ça vous oblige à être parfaitement lucide. Enfin, c'est la prise de conscience dès l'enfance, c'est vrai, de vivre dans un univers de fou. Il employait très souvent les mêmes têtes au casting et en coulisses. C'est un grand classique, on a déjà évoqué ce sujet ici. Je vous mets pas mal de liens en description si vous voulez faire plus ample connaissance avec le bonhomme. La musique est signée Raymond Alessandrini, parodiant la partition de Miklos Rosa pour Ben-Hur avec un orchestre symphonique, mais aussi des morceaux pour suivre les déambulations nocturnes de Serrault et Coluche, tel le fameux Homosexualis Discothecus. Putain, qu'est-ce que c'est homosexuel? Concernant le vieux Miklos, je vous mets un lien en description vers le podcast Total Tracks qui en a largement parlé. Et en plus, il y a Rafik Djoumi. N'êtes-vous pas rassasié? Marc Alphos. Le film utilise les mêmes décors que ceux de la vie de Brian des Monty Python. Un peu à la manière de la saison 6 de Kaamelott, tournée dans les décors de la série Rome de HBO à Cinecittà. Tu veux voir les décors de Gangs of New York? Ce qu'il en reste? C'était un plutôt gros budget pour l'époque et le tournage fut assez difficile.
Comment peut-on dépenser autant d'argent pour faire un film futile et de divertissement? Alors je sais bien que pour 4 milliards, on pourrait faire 4 films de 1 milliard. Venons-en donc au cœur du sujet. Ce film est-il un inspirateur, un précurseur ou un prototype des films Astérix? Il faut dire que tout y est. Cet esprit goscinien, fait d'anachronismes, de références au temps présent, que l'on avait dans les BD, et que l'on retrouvera surtout dans Mission Cléopâtre pour ce qui est des films. Nous avons donc Bénur Marcel, frère de Cléopâtre, référence au héros du film éponyme, d'ailleurs lui-même tiré d'un roman, adapté de multiples fois au théâtre et au ciné, le dernier en date en 2016, et c'était sacrément foireux quand même, comparé à la suite 59 avec Charlton. Quelle idée de refiler le projet à cette andouille de Timur. L'affiche du film fait également référence à Bénur, mais pas seulement, il y en a aussi le Roi des Rois ou Barabbas par exemple. Alors pêle-mêle, parmi les autres références qu'on peut relever, des bébés échangés tels des ballons de rugby, le syndicalisme, la politique, le prix du carburant qui s'envole. Il y en a plein, je vous mets pas tout, ce serait vraiment du gâchis. Bonsoir. Salut. Mais il faut le baiser ou quoi? Le film comporte son lot de répliques classiques et de scènes mémorables. Je dis que César ne serait pas un lion si les Romains n'étaient pas des biches. Moi, et pourquoi pas les autres alors? Et tout seul, connard. Comme disent les Gaulois, on fait ce qu'on peut. On n'est pas des bœufs. Nous pouvons rien faire pour le moment. Mais dès que nous le pourrons, nous ferons le double. Bordel d'uniforme, de putain de métier, con de nom de Jupiter, de saloperie de cap de mer. Ils en sont tous. Évidemment. Ah bon? Et toi aussi t'en es? Mais il sait pas. Sincèrement, si vous ne l'avez pas vu, je ne peux que vous y encourager. Ce film, comme tous les films en fait, est le reflet de son époque, une époque peut-être un peu plus libre et plus insouciante. Il y a certainement des choses qui ne passeraient plus s'il fallait produire le film de nos jours. C'est en tout cas le sentiment que l'on peut avoir le visionnant. Beaucoup de choses ont changé depuis 82. Et pour ce qui est de l'héritage de ce film, qu'en est-il? Comme souligné ici, ce film est l'une des sources auxquelles les nuls, par exemple, s'alimenteront pour produire leur succès. Mission Cléopâtre est bien évidemment le successeur de ce film. Mais pour ce qui est de la férocité libertaire de Jean, on peut sans doute la retrouver plutôt chez les Delpine et Kervern. Ce livre dit beaucoup plus de choses là-dessus, je vais pas non plus paraphraser ici. Et donc, en plus d'être l'un des pères spirituels de Coluche, ce qui rend d'ailleurs cette réunion si intéressante avec Jean-Yann, bien que sur le plateau tout n'est pas été rose non plus, notamment entre Michel Serrault et Coluche. On peut aussi discerner une autre filiation, un autre héritage, qui part de René Goscinny, puis va vers Jean-Yann et continue avec Alain Chabat et Alexandre Astier. Un passé ou un genre ciné marqué, avec un langage du quotidien. On pense bien sûr à Kaamelott, mais aussi au film d'animation que ce bon Alex a réalisé avec Gaël Clichy, ainsi que la future série de Chabat, consacrée aux guerriers gaulois. La boucle est ainsi bouclée. Bon, il y a aussi Chiron qui a tenté le coup, mais comment dire... C'est nul. Comme vous l'aurez sans doute remarqué, il n'y a pas de grande thèse, pas de grande théorie, pas réellement d'opinion dans cette émission. À part peut-être l'existence d'un Astérix 0. Mais voir ce film suffit à le constater. Et ce n'est pas le seul de tous ces films, notamment des comédies, qui commencent à être un peu oubliés dans le cinéma français. Et dont il est urgent de parler. Avec par exemple Barbac, Quasimodo del Paris, Philibert, Jackie au Royaume des Filles, Casablanca Driver, et évidemment Mon Oncle Benjamin. Cette émission était surtout une bonne excuse pour parler de Jean-Yann, de Michel Serrault, et toutes ces personnes dont hélas on entend de moins en moins parler. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère que ça vous a plu, et on se retrouve très vite pour un nouvel opus. Ciao! Ne vous êtes-vous pas assez divertis? Je vous demande votre attention, s'il vous plaît. Je m'appelle Chris Obus et je suis la police scientifique. Ça vient d'être créé. Un crime vient d'être commis, il est probable que le coupable soit toujours parmi nous, alors personne ne sort du périmètre. Quoi, qu'est-ce que t'as ferme ta gueule, comment tu me parles? Petit bâtard, Eh toi là-bas, tu sors les mains de tes poches, je vais voir tes mains là près de la colonne. Alors, vous dirigez maintenant à la nouvelle université de Vincennes. Oui, monsieur Yann. Je crois, oui. Vous dirigez la classe... comment ça s'appelle? C'est la classe échine-courbe, c'est ça? Oui, c'est la classe de la courbe échine. Ah, la classe de la courbe échine, c'est ça. J'avais... je me souvenais plus, j'avais inversé. Bon, alors, quels sont les critères pour être admis dans cette classe? Enfin, eh bien, écoutez... N'importe qui peut venir à laquelle du pouvoir? N'importe qui, mais à condition de se plier, enfin, quelque Ah oui, sorte, bah, c'est la moindre des choses. Se plier, à certains usages et à une certaine discipline, bien sûr.